Bienvenue dans la quatrième et dernière partie du Lionel Camille Talk consacrée aux ovnis avec mon ami Franck Mourin, un ufologue, auteur d'un livre passionnant, Les mystères du phénomène ovni. Donc là, on est désormais en 1990. On va parler de la vague du 5 novembre 1990. Donc une vague très importante qui s'est déroulée en France notamment. Alors Franck, qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre 1990 aux alentours de 19h? Dans plusieurs pays européens, et notamment en France, des milliers de témoins vont faire état de lumière traversant le ciel. Les journaux, le Centre national d'études spatiales et les gendarmeries vont être inondés d'appels vers 19h à 20h. Et des rapports du CIRPA précisent que des pilotes militaires ont aussi aperçu des phénomènes aériens inexplicables. Donc quelques jours plus tard, la NASA va expliquer qu'il s'agit tout simplement de la rentrée atmosphérique du troisième étage d'une fusée Proton qui se désagrège. Donc en fait c'est une rentrée atmosphérique comme les autres corps célestes qui rentrent dans l'atmosphère. Au départ on pourrait penser ça. Cependant, quand on regarde les témoignages qui ont été diffusés dans les journaux télévisés, et notamment France 2, France 3, TF1, et d'autres chaînes régionales qui ont diffusé des interviews de témoins. On peut les voir d'ailleurs sur Internet. Oui, il y a des compilations qui ont été faites d'ailleurs. Là, il est décrit des événements différents. C'est-à-dire qu'il y a des témoins qui vont dire qu'ils observaient des triangles se déplaçant avec un comportement intelligent, en même temps que la rentrée atmosphérique. On a une vidéo un peu troublante de Monsieur Depin, où on voit une espèce de triangle à côté des débris de rentrée atmosphérique. C'est une des rares vidéos qu'il y a, je crois. Il avait son caméscope dans sa voiture, lui, et apparemment il a filmé tout de suite. Voilà. Et quand on regarde image par image, on peut obtenir ces éléments. On voit un objet triangulaire. Enfin, on voit trois points lumineux, qui sont vraiment disposés de façon géométrique, effectivement. Oui. Et c'est ça qui est intriguant. C'est-à-dire que des débris, on peut peut-être penser que des témoins aient pu opérer une confusion, mais le fait qu'ils décrivent des événements et des formes géométriques, ça met un doute. Et d'autre part, des ufologues de terrain, et notamment les rédacteurs du magazine Lumière dans la nuit, ont fait des enquêtes auprès de personnes qui ont déclaré apercevoir des engins de taille beaucoup plus imposante, parfois plusieurs centaines de mètres, et à proximité du sol, ou à quelques centaines de mètres en altitude. Il y a eu des observations d'objets volants géants, lumineux et silencieux. Et ces observations ont été rapportées par des gendarmes, des militaires, mais aussi par les tours de contrôle des aéroports à Roissy et Orly. Par contre, ils l'ont vu uniquement visuel, il n'y avait pas d'écho radar. Oui, la particularité de cette vague, c'est qu'il n'y a pas d'écho radar. Alors, effectivement, d'une manière générale, quand on a des observations d'OVNI qui sont corrélées au radar, bon, c'est un plus, mais le fait qu'il n'y ait pas d'écho radar, c'est pas une preuve de leur inexistence. Et tout simplement puisqu'il y a des avions furtifs comme le F-117 ou précédemment comme le A-12 Oxcart qui était un prédécesseur un peu dans les années 60, ou même sur le U-2 avion des années fin des années 50, début 60. L'avion espion. Oui, avion espion. Ou sur cet avion espion, il y avait des tests de furtivité qui avaient été faits. Ils étaient un peu inopérants. On a aussi le B2, aussi le bombardier B2, il me semble. Ah oui. Et le F-22. Le F-22 Raptor. Bon, effectivement, alors d'une manière générale, faire des avions furtifs, c'est très compliqué parce qu'il faut que la forme puisse absorber ou réfléchir les ondes de radar. Il faut des peintures spéciales. Ça coûte très cher et il n'y a que certains pays qui peuvent en produire. Les premiers ont été les Américains et les Russes. Et maintenant, on a des Japonais qui ont lancé un programme dans ce domaine, et aussi les Chinois. Mais par contre, ces avions ne sont pas silencieux. Mais ils sont pas silencieux. C'est ça ce qui coince à chaque fois, Alors, pour répondre sur l'élément technique de est-ce qu'un vol silencieux est possible, pendant la guerre du Vietnam, les Américains avaient créé des hélicoptères dotés d'un appareil qui permettait de réduire les bruits du moteur. Et donc, ils étaient semi-silencieux, c'est-à-dire que quand ils approchaient quand ils étaient assez loin, quelques centaines de mètres, on les entendait pas. Par contre, à proximité, on les entendait. Il a été supposé aussi, en 2011,
quand les Américains ont mené un assaut contre Ben Laden à Abbottabad au Pakistan, Oui. 2 hélicoptères ont participé à l'assaut. Il y en a un qui s'est crashé et qui a été essayé d'être détruit par les Américains, mais il a été pris en photo. Et les analystes et les experts militaires ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un hélicoptère silencieux. Et sinon, plus récemment, en 2013, Airbus a créé un avion qui s'appelle l'Ifan et qui est entièrement électrique et presque silencieux. Mais c'est qu'un prototype destiné à former des pilotes. Ils ont pas eu de chance, les Américains, là, pour revenir à l'hélicoptère furtif, là. Ils en ont paumé un, là. Il est assez moche, d'ailleurs, hein, l'hélico furtif. Hein. Il est un tout plat, là. Oui, il a une structure un peu particulière. Il est pas terrible. Moi, je voulais revenir, justement, sur plusieurs cas, là, lors de cette vague du 5 novembre 1990. Le cas d'un pilote d'Air France sur un vol Paris-Barcelone. Je sais pas si tu t'en rappelles. Alors le pilote s'appellerait Christian Loiseau. Et donc ils étaient à une altitude à peu près de 33 000 pieds. Bon, c'est l'altitude des vols de croisière, des avions de ligne en général, environ 10 km du sol. Et ils volaient vers le sud de la France. Et là ils ont vu un objet trapézoïdal très curieux dans le ciel, magnifique, tu vois, très très lumineux. Et alors, ce qui est pas banal, c'est que le pilote a vu l'OVNI, donc il l'a dit au copilote, il l'a dit une troisième personne dans le cockpit, donc il y avait du bruit dans la cabine de pilotage. À cette époque, tu vois, les hôtesses pouvaient rentrer dans la cabine, c'était pas des portes blindées, tu sais, à l'époque. Donc l'hôtesse rentre dans la cabine, elle voit de l'agitation, on dit qu'est-ce qui se passe, puis le pilote il dit tiens regarde là-bas, il y a un OVNI. Elle tout de suite elle a dit vous vous foutez de ma gueule. Elle regarde, elle le voit. Et c'est pas tout. Après, le pilote fait une annonce aux passagers. Il leur dit regardez sur tribord. Donc les passagers de l'avion regardent l'objet. Et ça continue. Après, le pilote appelle le contrôle aérien. Par contre, encore une fois, pas d'écho, rien sur le scope, aucun écho radar. Et le pilote a quand même demandé au trafic aérien s'il pouvait dévier de son cap pour continuer à observer donc le phénomène lumineux. Pareil, c'était magnifique, vraiment, c'était vraiment magnifique, quoi. Et l'objet a fini par s'éloigner, il est parti. Mais bon, tu vois, encore une fois, un pilote, quoi, pilote d'Air France, quoi. Et puis ils étaient plusieurs dans la cabine, tu vois. C'est très troublant. C'est une particularité notable de cette vague, c'est qu'effectivement, on a eu des observations d'objets très disparates et parfois géants. Et donc la première question qui pourrait venir, c'est comment expliquer ces différences, parce qu'on a eu des triangles, des trapèzes, des hexagones et des cigares géants, parfois avec des projecteurs. Donc, comment une telle disparité pourrait être expliquée? Soit il pourrait s'agir de vaisseaux réels, mais il faut envisager la possibilité que ça puisse être un show aérien, peut-être des hologrammes. Et dans ce cas-là, ça pourrait expliquer ça. Mais produire des hologrammes se soumet à différentes contraintes. La première est qu'actuellement, en fonction des technologies connues, il faut un support. C'est-à-dire qu'il faut une dalle de verre, un mur d'eau, ou éventuellement des aérosols. Mais des hologrammes aériens, officiellement, aucun n'a pu être établi à date, sauf quelques projets de start-up en 2015, un peu originaux à base de plasma. Mais sinon, à l'époque, il est impensable que des hologrammes aient pu être utilisés pour faire ça, enfin, avec une telle configuration. Et donc, on s'interroge aussi sur la durée de cette vague, qui est une des plus courtes de l'histoire. Parce que c'était entre 19h et 20h, mais même en réduisant, il semblerait que ça soit réduit à 20 minutes. Ouais, ça dure très peu de temps, aux alentours de 19h, quoi. Et alors, je pense aussi à notre groupe de personnes au sol. Alors, il y avait encore un ancien pilote de ligne dedans, décidément. Plus de 17 000 heures de vol, le mec. Il était avec aussi, je crois, un mécanicien, enfin un mec qui travaillait aussi dans le domaine aéronautique, je crois. Ils étaient plusieurs, donc habitués à avoir des avions, hein. Ils ont vu un objet volant massif, pareil, descendre, silencieux, avec beaucoup de faisceaux lumineux. Et le pilote a dit que ça avait la taille d'une ville. Le machin s'est approché, il est passé, il est reparti. Et encore une autre personne, un ancien astronaute, hein, encore pas n'importe qui, région parisienne, Jean-Pierre Aignoret. Tu sais, là, le mari de Claudie Aignoret, hein. Lui, il a participé à des missions sur Soyuz, tu vois. C'est pas n'importe qui, quoi. Donc, il rentrait chez lui, il ouvre son portail pour pour rentrer sa voiture. Il lève les yeux, il voit un truc bizarre dans le ciel, une forme de rentrée atmosphérique. Mais elle était très particulière, très lente, très, très bizarre.
Parce qu'en général, une rentrée atmosphérique, c'est assez rapide. Hein. Oui, on pourra considérer qu'il est apte à évaluer le genre de Ouais, phénomène. donc lui, il a trouvé ça bizarre, il a pas compris ce qu'il a vu, donc c'est assez inquiétant quand même. Hein. Ce 5 novembre 1990, il y a effectivement eu une rentrée atmosphérique, c'est prouvé, mais des personnes ont vu autre chose, il s'est passé autre chose à ce moment-là. Il y a eu d'autres cas de rentrée atmosphérique à l'issue duquel des phénomènes aériens étranges ont été observés, comme celle du Yukon en 1996. Mais après, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un spectacle, d'un élément programmé à plus long terme, d'une manifestation symbolique ou d'une réelle incursion? Enfin, les thèmes sont ouverts, on peut former des hypothèses dessus. Aucune réponse, mais bon, il s'est quand même passé quelque chose, quoi. Oui, tous les éléments laissent le démontrer. Chez nous. Alors après, on va continuer dans les années 90, je pense à un autre... qui est d'ailleurs un cas qui est aussi cité un petit peu dans ton livre aussi, mais très rapidement, encore sur un vol Air France. J'insiste encore, c'est vrai, sur ces cas-là, parce que ce sont encore des pilotes, ce sont des pilotes, quoi, de ligne. C'est pas n'importe qui, quoi, ce sont des personnes plutôt sensées, qui ont une très bonne vue en général. Quand t'es pilote, c'est que ils sont habitués à avoir des engins volants. Donc là, c'était un vol Air France, le vol AF 3532, le 28 janvier 1994, c'était un vol Nice-Londres. C'était au-dessus de la Seine-et-Marne. Vers 13h, 3 personnes dans le cockpit vont apercevoir un objet de grande taille, de 240 à 300 mètres. Alors, c'était le commandant de bord, c'est Jean-Charles Duboc, Duboc. très connu, on le voit maintenant, on le voit souvent dans les médias. Il y avait donc Jean-Charles Duboc, il y avait une copilote et un steward. Donc ils étaient à bord d'un A320. La visibilité était très très bonne apparemment. Ils ont observé un phénomène, un engin de grande taille en forme de lentille. Un disque sans aile ni moteur qui semblait stationnaire et qui a changé de couleur. Donc au départ il se présentait de couleur rouge brunâtre et puis il est devenu transparent avant de disparaître au fur et à mesure que l'avion l'a dépassé. Il a disparu assez vite apparemment. Ils l'ont observé pendant 2 minutes et l'objet a disparu progressivement avant de disparaître, comme si en fait il était devenu invisible. L'objet était à une distance environ 50 km de l'avion. Oui, puis ils se sont rapprochés progressivement. À une altitude de 11 900 mètres. Moi, l'information que j'ai eue, c'est que cette observation visuelle avait été corroborée par une trace sur le scope radar. Un radar militaire. Parce que là, c'est un radar primaire. C'est la différence entre le radar primaire et le radar secondaire. Oui, les radars secondaires, bon, c'est des radars classiques, mais ils sont bridés. Radar civil, on va dire. Un radar civil, par exemple, pour les contrôleurs de l'air, ils captent que certains mouvements ou certaines formes. Que certains avions aussi, ça capte surtout les avions qui ont des transpondeurs. Voilà. Les avions de ligne, quoi. Et ils sont bridés parce que s'ils entendaient s'ils captaient tout ce qui se déplace dans l'atmosphère, ils seraient très facilement parasités. Et par contre, les radars primaires, eux, ils captent quasiment tout, et ce sont des radars militaires. Alors, une piste radar est enregistrée pendant une cinquantaine de secondes, mais après, certains organismes sceptiques concernant ce cas, et notamment le cercle de zététique, a émis des objections, puisqu'il pensait que cette trace radar se situe à 40 km réellement de l'avion, et donc ne pouvait pas être liée à l'OVNI. Alors, en dépit de ces objections, il n'y a pas de formulation définitive qui ont été faites sur l'affaire, parce qu'il faut savoir des ovnis se déplacent parfois à plus de 10 000, 11 000 km/h, comme ça a été constaté pendant certaines manifestations. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent faire du 200 km à la minute. Donc, en quelques secondes, il aurait pu faire ces 40 km/h. Donc, l'idéal pour trancher définitivement sur cette piste radar, ce serait de l'analyser seconde par seconde, si c'est possible. Quoi qu'il en soit, même s'il n'existe pas de piste radar, bon, on restera les trois témoins sur ce cas. Alors moi, j'ai un scoop, Franck. J'ai des informations à te divulguer, hein, pour les mettre dans la prochaine édition du livre. Je dis ça avec la prudence nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que le commandant de bord, donc monsieur Jean-Charles Duboc, plus tard s'est rendu compte que l'objet était à la verticale de la ville de Taverny.
en région parisienne. L'objet était au-dessus de la couche nuageuse, donc il n'était pas visible du sol. Il était à une altitude de plus de 11 000 mètres, donc tu vois, c'est très très haut. Ce qui est troublant, c'est qu'à Taverny se trouve le centre de commandement stratégique nucléaire de l'armée française. Ah, tiens. Bizarre, hein? Et c'est pas fini. La trace radar qui a été enregistrée, qui dure 50 secondes, dont tu as parlé, apparemment elle s'est déplacée et elle a coupé la trajectoire du vol Air France. Ce qui veut donc dire que si on avait tiré un missile sur l'écho-radar inconnu, ils auraient abattu l'avion de ligne. Ah, c'est une précision qui est importante à connaître. C'est intéressant. Hein. Alors il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse qui avait été annoncée, c'est qu'il y aurait eu 2 objets ovnis. Un qui serait devenu invisible, tu vois, peut-être pour se camoufler, et l'autre qui se serait déplacé. Mais bon, c'est peu probable. L'autre hypothèse qui est intéressante, c'est la piste du hologramme. Tu sais que tu en parlais tout à l'heure, les grandes armées surtout les États-Unis, je pense, ont développé des programmes comme ça d'hologrammes géants. Enfin, ça permet de tromper l'adversaire, faire des diversions. Oui, ceci dit, à date, aucun cas d'hologramme sur un champ de bataille n'est connu. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Enfin, c'est un truc qu'ils ont en stock. Ça pourra peut-être servir un jour. Et la troisième piste, celle-là, l'hypothèse est intéressante, je trouve. On parle d'un écho-radar fantôme, un leurre. En fait, c'est une technique utilisée en guerre électronique. Apparemment, on peut créer un écho-radar artificiel à un autre endroit de la position réelle, tu sais. C'est pour tromper, là aussi, l'ennemi. C'est un moyen de protection contre les tirs de missiles, tu vois. Donc voilà, c'est un mystère, mais bon, il s'est passé quelque chose quand même là-bas. Ils ont vu quelque chose. Quoi. Ouais, oui, plusieurs témoins l'ont vu, donc ça reste un cas majeur dans l'ufologie française, sachant que pour les interactions entre les pilotes et des ovnis, des ufologues, et notamment Dominique Weinstein, ont établi un catalogue où ils ont recensé plus de 1000 observations effectuées par les pilotes. Et ce cas-là, donc du 28 janvier 1994, a été enregistré dans le rapport Cometa, apparemment. Oui. Donc, oui. Bon, voilà, intéressant. Comme quoi, il y a quand même des choses qui se passent en France, quoi. Hein. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, où on va retourner tout de suite. Hein. On va avancer de 3 ans. Là, on va arriver sur un cas que j'apprécie particulièrement. Je pense que c'est un de mes préférés. Alors, c'est en mars 1997, en Arizona, les Lumières de Phoenix. Alors vas-y Franck, si tu veux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors apparemment il s'est passé plusieurs choses aussi ce jour-là. Vas-y si tu veux. Le 13 mars, un engin volant en forme de V, dont la taille est estimée à 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km de long, est aperçu. D'abord à quelques centaines de kilomètres de la ville de Phoenix, et ensuite à plusieurs endroits. À une soixantaine de kilomètres de Phoenix, un premier témoin va faire une vidéo où on voit des points alignés en forme géométrique, en forme de triangle. Et vers 22 heures, sur Phoenix, environ 700 témoins vont apercevoir une énorme masse qui recouvre le ciel. Alors cet objet géant en forme de V, alors faut dire qu'il a survolé Phoenix, donc de nuit, lentement, à basse altitude, et silencieusement encore. Oui, encore silencieusement. Les témoins vont inonder d'appels tout ce qui est médias, postes de police. La mairie aussi, apparemment. La mairie, oui. L'adjointe au maire de Phoenix, Frances Emma Baroud, a déclaré que plus de 700 personnes avaient appelé la mairie ce jour-là, notamment des policiers, des militaires. Le shérif adjoint aussi, Thomas Chavel, a témoigné aussi. Alors, ils ont dit que 10% des habitants de l'Arizona avaient vu quelque chose. Donc là, c'est vraiment, c'est pas un témoin unique, quoi. C'est des centaines de personnes, quoi. Il y a combien de personnes ? Oui. Non seulement il y a une multitude de témoins, mais il y a plusieurs vidéos avant l'arrivée de l'objet sur Phoenix, mais aussi quand il était sur Phoenix, il était filmé par plusieurs témoins, parce qu'il est resté à peu près une quinzaine de minutes en vol stationnaire au-dessus de la ville, avant que les lumières ne s'éteignent et qu'ils disparaissent. Alors, ce qu'il faut dire, avant de parler des lumières après qui sont restées stationnaires, c'est que lorsque l'objet, alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'image de l'objet en vol, enfin, en train de progresser au-dessus de la ville, parce qu'apparemment, des témoins disaient qu'apparemment ils voyaient plus le ciel par moment. Hein.
Ah oui, c'était tellement énorme que ça couvrait l'intégralité du ciel. C'est hallucinant, quoi. Tu vois ça au-dessus. Et alors, ce qui est pas mal, ce qui est intéressant, ça fait le lien un petit peu avec ce dont on avait parlé dans la troisième émission là, lors des observations faites sur l'Hudson River. Entre 1983 et 1985. Voilà. C'était la même forme d'objet, des espèces d'objets en forme de boomerang immense, quoi. Oui, là, il s'agirait d'un objet en forme de V. Alors, tu parlais tout à l'heure des objets, de la série de lumières qu'on a vues là. En fait, c'était des lumières. D'ailleurs, ce sont les vidéos qu'on a, les seules vidéos qu'on a. Hein, des lumières alignées stationnaires au-dessus des montagnes Estrella, un peu près de Phoenix. Et en fait, on a dit que ça aurait été des lumières bordant le contour en fait de l'engin, quoi. Tout à fait, c'est les lumières donc qui formaient le V de l'engin. Bon, ce qui est curieux dans ce cas, c'est la forme et surtout la taille, puisque là, 1 miles de long, ça veut dire qu'on est à une taille 16 fois supérieure aux objets les plus longs construits au monde, en tout cas pour les avions. En autre témoin, il y a eu aussi un contrôleur aérien, hein, Michael Pearson, à l'aéroport de Phoenix, hein, donc l'aéroport Sky Harbor, au sud de la ville. Lui, il a vu les lumières aussi. Hein. Par contre, elle n'était pas visible sur l'écran radar. Il n'y avait pas d'écho-radar encore. Officiellement, parce qu'il il revient à l'armée de déterminer, mais comme c'est du civil, il aurait pu le dire. Ouais. Donc les autorités ont trouvé une explication. Alors, ce qui s'est passé, c'est d'abord que le gouverneur de l'époque de l'Arizona, Fife Symington, a organisé une conférence de presse où il a ridiculisé le sujet. Il a fait venir un de ses amis, déguisé en alien avec une tête de petit gris. C'est absolument grotesque. Et il a dit qu'on avait trouvé le coupable. Ouais, donc ça a bien fait rire tout le monde, ça a dédramatisé le sujet. C'est lamentable, c'est ridicule quoi d'avoir dit ça, quoi. Parce que franchement, et puis ça manque de respect total pour la population, parce que les avons pris pour des imbéciles, quoi. Il y a un peu d'autres mots, hein. Oui, sachant que plusieurs années plus tard, donc il est revenu sur ses déclarations. Une dizaine d'années plus tard, donc il a dit qu'il avait dû effectivement inventer cette histoire, la mettre en scène de façon ironique pour dédramatiser la situation et pas effrayer le public. Et au cours de cette aveu, il a même dit que lui-même avait vu l'engin. Ça c'est pour Fife Symington. Concernant l'armée, quelques temps plus tard, elle va dire qu'en fin de compte c'était un lâcher de fusée. Fusée éclairante. De fusée éclairante. Alors effectivement, il s'est produit réellement un lâcher de fusée éclairante, mais beaucoup plus loin. Alors faut expliquer, parce qu'en fait, il y a la base de Luke Air Force Base là, pas très loin, près de Phoenix. Et ce jour-là, il y avait un exercice militaire avec des avions A-10, des avions d'attaque au sol, A-10 Warthog, ouais. Voilà, de la garde nationale. Et donc ils ont des flares, flares, c'est les fusées éclairantes en anglais. Et avant d'atterrir, ils doivent larguer ces flares. Donc effectivement, un avion a lâché ses fusées éclairantes. Une dizaine, je crois. Oui. Seulement cette thèse de l'US Air Force consistant à attribuer l'événement à des fusées éclairantes ne colle pas très bien avec les faits. D'abord, parce que des fusées éclairantes ne se déplacent pas horizontalement, mais verticalement. Quand on les lâche, elles tombent. Elles sont munies de parachutes qui sont parfois visibles et elles émettent des panaches de fumée qui n'ont pas été mentionnés par les témoins. Des fusées sont pas censées se promener sur 500 km non plus. Et d'autre part, il n'a pas été signalé d'avion au-dessus de Phoenix. Voilà pour les explications. Bon, il reste que c'est un événement majeur ufologique au niveau mondial parce qu'il est extrêmement rare que des ovnis géants survolent des villes. On a eu d'autres cas dans le monde dans lequel on pourra glisser un mot. Bon, on avait parlé de Norwood par exemple, mais sinon c'est un des cas rares. On a aussi des vidéos. On a plusieurs vidéos sur cet épisode, ce qui bien sûr renforce son intérêt. Et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on voit pas grand-chose. Mais il y a des analyses de vidéos justement là-dessus, sur les fameuses lumières de Phoenix là. Et il y a eu les debunkers qui ont expliqué qu'en fait il s'agissait bien des fusées éclairantes en fait. Et en fait c'était de lumière qui était retombée derrière la montagne. Parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, les lumières étaient un peu au-dessus des montagnes Estrella,
C'est une petite montagne près de Phoenix. Et la base, en fait, la base militaire est derrière la montagne. Donc on a dit que les fusées éclairantes donc étaient retombées derrière la montagne. Dans ce cas-là, si tu veux, ça aurait accrédité la thèse selon laquelle c'était bien les fusées éclairantes. Mais d'autres ont dit que les lumières étaient devant la montagne. Pour ça, c'est pas mal à Internet quand même. Des internautes, enfin des spécialistes se sont penchés, ont analysé la vidéo. Il y a une personne qui a, si tu veux, mesuré l'écart et la hauteur, l'altitude des lumières. Et il montre bien que les lumières restent à peu près à la même hauteur tout le temps, quoi, pendant 1 minute. Alors qu'une fusée éclairante, a priori, elle redescend. C'est une fusée qui est au bout d'un parachute, elle redescend ou elle dérive avec le vent. Là, il garde la distance, vraiment, ça bouge pas, quoi. Ça reste immobile pendant 1 minute. Oui, de toute façon, même sans passer par la vidéo, il est très clair que quand on regarde simplement la vidéo, ces lumières sont en vol stationnaire. Et elles sont bien au-dessus de la ville, elles sont pas derrière la ville, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le problème, c'est que t'en as des fois qui clignotent un peu, tu vois, qui s'éteignent. Oui, bon, à la fin, elles s'éteignent. Et on va retrouver ce phénomène sur d'autres apparitions d'OVNI. Mais il y a des témoins d'ailleurs qui avaient vu des lumières bien avant aussi, déjà dans ce coin. Je pense notamment à une femme là qui habite un peu sous les hauteurs de Phoenix, qui avait d'ailleurs filmé, pris des photos aussi. Oui, on va en voir aussi d'après, parce que on pense que le phénomène est réapparu dans la région quelques années après. Voilà, un mystère, mais c'est vrai que je trouve ça il est assez passionnant parce que c'est tellement massif et tellement ça touche tellement de monde. Et effectivement, comme tu disais, c'était la première fois on a vraiment eu un appareil géant qui a survolé une ville. Alors ils ont fait ça de nuit. C'est peut-être pour tester, peut-être, je sais pas, la réaction de la population, hein, je sais pas. Ouais, ça peut être une idée, faire un test. Ils n'ont pas paniqué apparemment, mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est un troublant, hein. Surtout que c'est silencieux encore, c'est ça le truc. Et il y avait un silence un peu surnaturel. Ouais. Inexplicable. Bizarre. Bref, on n'en saura pas plus. On a eu d'autres phénomènes d'ovnis géants. Par exemple, le 23 avril 2007, au-dessus de la Manche, où des pilotes ont aperçu un, voire 2 ovnis près d'Alderney. Or, la taille du plus grand était estimée à 1 mile. Donc là encore, on est donc c'est eu des articles indépendants qui ont été envoyés au contrôle aérien. Pas très loin d'ici en fait, parce que là je suis en Bretagne, moi je suis au sud de Rennes et la Manche c'est pas loin. Hein. Là, il était visible à peu près 40 km de distance. Et au-dessus de la Manche, c'était où à peu près, tu sais? Alderney, je vais pas dire de bêtises, peut-être vers les îles anglo-normandes, mais je suis pas très sûr. D'accord. Ok. Il y a eu aussi le cas en Alaska, là. C'est plus ancien. Un pilote, tu sais, un pilote japonais là, qui avait vu un objet énorme dans le ciel. Lui, il avait comparé l'objet à un porte-avions en fait. Oui, c'était le capitaine Terauchi, capitaine japonais, qui en 1986 faisait un vol vers Anchorage et son trajet était accompagné par un ovni géant en forme de soucoupe, lui-même accompagné de petits objets qui ont plus ou moins suivi l'engin. Ouais, mais et ça a été aperçu par plusieurs membres d'équipage. Ouais. Un autre cas d'ovni géant, on pourrait citer le 8 janvier 2008 à Stephenville, au Texas, États-Unis. Un ovni géant et des vagues d'observation ont été mentionnées. Quelques dizaines de personnes ont déclaré avoir vu un ovni dont la taille est encore estimée à 1 mile, avec des lumières brillantes volant bas, silencieusement et assez rapidement. Cet événement a eu un fort retentissement parce que le MUFON a fait une enquête très détaillée où il a interrogé de nombreux témoins. Il y a eu une émission TV, notamment du Larry King Show. Et des nouveaux phénomènes aériens non notifiés se sont reproduits quelques mois plus tard en octobre 2008. Alors moi, je voudrais qu'on aborde quand même assez rapidement la question justement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ces engins sont capables d'accélération foudroyante, de performances qui sont totalement impossibles à notre époque. Et s'il s'agit d'engins militaires, ça c'est une des pistes qui serait avancée. Ils utiliseraient une autre technologie que celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Notamment, il y a la technologie MHD, magnéto-hydrodynamique. Si tu veux expliquer brièvement. Oui, donc la magnéto-hydrodynamique est un concept, une théorie qui consiste à propulser un engin dans un fluide, par exemple l'air ou l'eau, en ionisant l'espace autour de l'aéronef. Ce qui fait qu'il subirait plus la résistance de l'air et pourrait avancer sans contrainte. C'est une forme d'énergie magnétique en fait. Voilà, c'est ça.
Elle est utilisée sans problème dans l'eau. On a eu par exemple, les vedettes japonaises Yamato 1 et Yamato 2 sont propulsées par MHD. Dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Ouais, d'ailleurs, on sait que l'armée américaine a mis au point des torpilles MHD, qui peuvent aller jusqu'à 2000 km/h. Ça, j'ai pas eu la confirmation exacte, C'est mais monsieur Jean-Pierre Petit, Ah ancien oui. directeur de recherche au CNRS, qui l'a dit. Jean-Pierre Donc, Petit, c'est le spécialiste français, ouais, un astrophysicien donc, qui travaille sur la MHD depuis des années. Il a publié de nombreux ouvrages et articles très intéressants dans ce domaine. Et donc effectivement, c'est une piste très sérieuse et documentée qui pourrait expliciter peut-être une partie des performances du phénomène OVNI. S'il n'y a plus de résistance de l'air, un aéronef n'est plus soumis à ce qu'on appelle le mur de la chaleur. Plus un aéronef va vite, plus la chaleur autour de l'engin augmente exponentiellement. Ça peut atteindre plusieurs milliers de degrés, ce qui fait que les moteurs fusées américains doivent être équipés de céramique spéciale pour pouvoir résister à ça. D'accord. Donc la MHD éviterait ce problème-là. Alors on parle aussi d'autres systèmes de propulsion. Alors là, ça va plus toucher la science-fiction, mais l'antigravité par exemple. Là, ça consisterait à annuler, voire contourner la loi de la gravité. Oui, il y a des recherches théoriques qui sont faites actuellement sur des possibilités d'antigravité. Donc, pour annuler les forces de gravité. Officiellement, il n'y a aucune réussite à date. C'est juste une piste hypothétique. Voilà. Tu veux citer peut-être d'autres formes de technologie, peut-être Oui, si. Rapidement. Des nouvelles propulsions, et des nouveaux progrès. Récemment, donc on parlait du silence. On parle de projets d'objets qui pourraient s'assembler ou se désassembler en vol. On parle de projets de sous-marins volants. Donc il y a des appels d'offres qui ont été lancés dans ce domaine. Moi, j'ai vu ça par le DARPA notamment. Là. Le DARPA, oui. Ouais. Depuis les années 2000, il y a de très gros projets technologiques qui ont été faits et il serait envisageable que dans les années 90, d'après les spécialistes, des engins à propulsion MHD puissent évoluer ou puissent être développés par des complexes militaro-industriels américains ou russes. D'accord. Mais en tout cas, ça ne peut pas expliquer la multiplicité des formes d'objets de taille complètement différentes. On a des cigares, on a des boules, on a des objets en forme de V, on a des objets géants, des trucs de la taille d'un porte-avions. Voilà. Ça paraît difficile de croire que même une nation, une armée, ait pu développer autant de prototypes autant différents, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin, ça paraît peu probable, parce que même si on regarde l'hypothèse des hologrammes, ils sont apparus dans les années 70 et encore, c'est vraiment que leur début. Et même actuellement, faire un hologramme géant dans le ciel, rien ne démontre que ce soit dans l'ère du possible. On peut aussi parler des armes psychotroniques qui pourraient éventuellement faire naître des hallucinations, des mots ou des sons dans l'esprit des victimes. Mais ce genre de projet qui avait été théorisé dans les années 50-70 avec les programmes américains MKUltra ou les supposés Mind Control, ouais. Ou les supposées avancées des Russes dans ce domaine, rien n'est prouvé. Puis sur une population, ça peut marcher sur une personne, mais oui, puis c'est compliqué. Comment faire pour faire naître la même hallucination dans le cerveau de deux personnes différentes. C'est compliqué. Mais pour revenir au hologramme, là, oui. ok, d'accord. On sait que il y a eu des avancées dans ce domaine, mais bon, comment est-ce qu'on expliquerait l'éco-radar? Oui. Voilà. Ou alors faudrait imaginer des aéronefs qui projettent un hologramme autour de leur coque pendant leur déplacement, mais là c'est dans l'ordre de l'impossible actuellement. Ouais, et si on envisage que ce soit les Russes ou les Américains qui soient à l'origine du phénomène OVNI, peut-être, mais dans ce cas-là, il faut accepter les contradictions de ce dossier. Ça veut dire que dès 1947, l'une des deux nations aurait une flottille d'aéronefs extrêmement large en termes de forme et de taille. Et si c'était les Américains, ça veut dire qu'ils ont survolé leur propre territoire ou le monde entier sans que jamais un de ces appareils ne soit capturé, abattu, victime de panne ou d'autres. Ça paraît peu probable quand même. Donc l'hypothèse militaire reste ouverte, mais elle est extrêmement improbable. Elle peut expliquer certaines observations peut-être, une partie.
Alors tiens, on fait bien de parler de ça, parce qu'on va en parler avant que j'oublie de le faire, parce qu'on arrive quand même vers la fin de l'émission, enfin, je vais enfin te libérer bientôt. Bon, c'est pas une abduction, mais bon, on va parler de la zone 51, Oui. Area 51, qui est aussi surnommée Dreamland, dont il existe donc une zone, une base militaire top secret, bon, dont les autorités américaines ont nié l'existence pendant longtemps, ils ont reconnu officiellement son existence il y a peu de temps. D'ailleurs, Oui. ce qui nous peut nous inciter à penser que maintenant c'est une base qui est plus du tout secrète, qu'il y aurait une nouvelle base secrète. Donc, alors moi, petit aparté, j'ai eu l'occasion d'aller dans le Nevada, parce que j'ai quand même un petit peu voyagé, on va dire, et j'ai traversé les États-Unis en voiture d'ailleurs, et je suis passé dans le Nevada, et c'est vrai que c'est un état, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. J'étais pas très loin à Las Vegas. C'est pourri comme état, c'est vraiment, c'est Il y a pourri. des zones très désertiques, en tout cas. En gros, c'est du désert avec des raffineries, des mines d'uranium et des pénitenciers. Donc plus on s'approche de Las Vegas et plus il y a des papiers dans le désert, des immondices qui traînent, c'est dégueulasse quoi. Donc pour moi, c'est le pire état des États-Unis, donc c'est vraiment glauque. Donc on peut comprendre pourquoi l'armée américaine a choisi cet endroit pour tester en fait ces prototypes ultra secrets. C'est ce qu'ils font apparemment ce qu'ils faisaient dans la zone 51 qui est située à Groom Lake. Apparemment ça fait partie de la base de Nellis. C'est une zone de la base de Nellis qui serait grande comme la Suisse. Enfin c'est un périmètre qui est assez important. Et donc je sais pas, tu veux peut-être en parler? Oui, effectivement, l'existence de cette base n'était pas officiellement reconnue jusque dans les années 2010 où des reportages autorisés par l'armée ont été diffusés. Et ensuite, il y a des historiens de la CIA qui ont parlé de l'histoire de cette base où étaient testés des prototypes stratégiques. Et notamment les avions furtifs dont on a parlé, le A-12 Oxcart, et c'était un des premiers essais plus ou moins réussis d'avions furtifs, mais il n'a pas perduré. C'est là qu'on a construit le U-2, et dans les reportages officiels sur la base 51, il est expliqué que par exemple sur cette base, ils testaient des combinaisons pour les vols en haute atmosphère, parce que l'avion espion U-2 ne volait qu'à partir de 18 ou 20 000 mètres. C'est vraiment espion U-2. Encore un groupe de rock après un nom qui touche un petit peu, phénoménologie de loin, mais bon. Alors, ce qui est pas mal, ça fait penser à une des anecdotes qu'il y a dans ton livre, sur l'avion U-2, là, c'est que, apparemment, il y a eu des confusions dans les premières versions de cet avion espion, parce qu'il était recouvert à l'époque d'un revêtement d'aluminium, plutôt, qui réfléchissait le soleil. Donc, il pouvait y avoir des confusions dans le ciel, à cette époque-là. Les gens pouvaient voir des croix un peu argentées, parce que cet avion U-2 volait à très haute altitude, en fait, c'était l'avion espion. Et par la suite, ils ont changé le revêtement de l'avion, ils ont mis des revêtements noirs pour éviter ce problème. Mais bon, l'avion U-2 ne peut pas expliquer les centaines de milliers d'observations, quoi. Pas possible. Non, alors ça, c'est une théorie avancée dans les années 2012-2013 par les historiens de la CIA, qui disait que l'avion U-2 était responsable d'une majorité des observations d'OVNI. C'est ça. Ce qui est facile, le contraire est facilement démontrable. L'avion U-2 a bien effectivement porté une peinture argentée qui pouvait générer des confusions, notamment l'illusion d'une boule argentée, d'une croix, d'une boule de feu au lever et au coucher du soleil. Néanmoins, l'avion U-2 n'a volé pour la première fois qu'en 1955. Donc, comment est-ce qu'il pourrait être responsable des grandes vagues d'OVNI au préalable, et notamment celles qui sont échelonnées entre 47 et 54? Première objection. Ensuite, il volait à partir des 18 000 mètres. Donc, comment expliquer les observations d'OVNI à basse altitude? Il a porté cette couleur argentée jusqu'à la fin des années 50, et dès 1960, il portait une autre couleur. Il était rebaptisé en noir. Puis il était pas silencieux. Et il était pas silencieux non plus. Donc, et puis ces informations disant que l'avion U-2 était responsable des observations d'OVNI étaient reprises sans être vérifiées par une partie de la presse française. Puis a priori, l'avion U-2 n'était pas capable de faire du vol stationnaire non plus. Non, mais c'est vrai que ça colle pas, quoi. Tout à fait. Il aurait fallu un minimum de vérification. Il est dommage que certains médias creusent pas plus le sujet.
donc la base donc de la zone 51 apparemment. Il y a une compagnie aérienne, tu dois le savoir ça, Janet Airlines, qui amène chaque jour des travailleurs de Las Vegas. Ah oui, ou de Burbank, ouais. Voilà. Sur les images, les peu d'images qu'on connaît de la zone 51, on voit très peu de bâtiments surface. Apparemment, ce sont que des installations souterraines. Oui, et le personnel est soumis à un niveau de secret très important. Il a interdiction de parler, bien sûr, de tout ce qu'il fait, de communiquer entre agents de différents services. Et on cite une anecdote où un pilote avait perdu un avion, et donc il était soumis à du sérum de vérité pour savoir s'il n'a pas des informations cachées. Des opérations de désinformation aussi sont citées dans ce reportage officiel sur la base 51. À une époque, les Américains disaient que des satellites russes surveillaient et prenaient en photo cette base. Donc à la période, à la plage horaire où les satellites russes passaient, ils sortaient des fausses silhouettes en carton d'avion avec des ailes coupées pour désinformer les Russes. C'est un peu ce qu'avaient fait aussi, tu sais, les Alliés, là, les Anglais, avant le débarquement. Tu sais, en Grande-Bretagne, tu sais. Des maquettes. Hein, voilà, pour tromper les Allemands. Je sais plus comment ça s'appelait cette opération, des informations aussi. Mais c'est la même chose, quoi. Oui. Et même pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des fausses, des modules gonflables ou des modèles en bois des tanks gonflables, des trucs qui imitaient des infrastructures militaires. Mais bon, là, j'ai eu des informations comme quoi apparemment il y aurait une autre base secrète qui s'appellerait Sandia. Alors effectivement, il y a plusieurs. Il y a beaucoup aussi de fantasmes et de spéculations qui ont été faits sur la base 51, disant qu'il y a peut-être une collaboration avec des extraterrestres et un échange de technologies. Mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être des échanges, c'est peut-être de la désinformation. Mais il y a d'autres bases qui sont tout aussi suspectes aux États-Unis, où des hélicoptères noirs sans marque d'immatriculation ont été repérés à côté. Oui, ça, les hélicoptères noirs, c'est marrant, ça. C'est souvent au Texas aussi. Les gens voient des hélicoptères noirs sans marque. Et bon. Il y a certains films où on voit des phénomènes aériens étranges à côté d'autres bases américaines. Des vidéos, tu veux dire, pas des films. Parce que là, on n'est pas dans la fiction. Des vidéos, oui. Ah, d'accord, ok. Ah non, mais bon, c'est vrai que c'est quand même étonnant parce qu'on voit beaucoup justement des phénomènes ovnis près des bases militaires. Par hasard. C'est marrant. Parce que justement, autour de la zone 51, on y a eu pas mal d'observations. Hein. Donc, est-ce que ce sont des prototypes? Est-ce que ce sont des espions? Est-ce que c'est autre chose, une autre forme d'intelligence qui est là? On n'aura pas la réponse dans l'émission, je suis désolé pour les auditeurs. Mais oui, et puis on n'a pas l'autorisation d'aller visiter la base 51. Oh, j'ai pas forcément envie d'y aller. Hein. J'ai pas envie de me retrouver en tôle. Parce qu'apparemment c'est super. Mais il faut pas viser l'idée. J'ai vu un truc, reportage justement. Il y a pas trop de barrières. Hein. Il y a juste des panneaux. Et par contre, ils disent, c'est quand même marqué sur les panneaux pour les visiteurs qui auraient l'audace de s'approcher, qu'apparemment l'usage de la force mortelle est autorisé. En fait. Oui, c'est clairement indiqué. Et d'autre part, ils ont des moyens de détection. Ils ont des capteurs. Des capteurs de toutes sortes. De toutes sortes. Et puis ce qui est rigolo, c'est que c'est pas les militaires qui surveillent. Tu sais, souvent c'est des 4x4 blancs. C'est des trucs un peu civils. Et non, mais bon. Bon, c'est vrai que le Nevada, c'est pas terrible. Si vous devez, chers auditeurs, si vous devez aller aux États-Unis, il y a des coins plus sympas à visiter. Mais non, mais bon. Alors, pour finir sur la base dont je te parlais, la Sandia, apparemment, en fait, pour se rendre à Sandia, les travailleurs ne prendraient plus l'avion, ne prendraient pas l'avion, la compagnie Janet, mais eux, il y aurait un réseau de trains à grande vitesse souterrain entre Las Vegas et Sandia. Pour ramener chaque jour les personnes qui travaillent sur ces sites, sachant qu'il y a différents niveaux d'accréditation, tu sais bien, hein, et puis c'est très cloisonné, en fait, les gens savent pas forcément, savent très peu de choses, donc bon, c'est pour garder le secret aussi, ça se comprend, hein. Mais bon, il y a quand même eu des menaces de mort, hein, apparemment. J'ai vu des témoignages de personnes qui travaillaient sur la base de Nellis notamment, et puis qui ont eu des fortes pressions, quoi. Oui, une très forte pression, puisqu'il s'agit vraiment des prototypes les plus secrets aux États-Unis, qui sont officiellement testés là-bas. Voilà, on n'en dira pas plus, mais bon... Ceux qui voudront en savoir plus peuvent regarder le reportage officiel qui a été fait. Voilà, ce qui s'appelle... Moi j'en ai vu, alors j'ai vu un reportage qui s'appelle Dreamland, pas mal. C'est un reportage fait par la télévision anglaise,
Là encore, faut faire le tri, hein, des reportages, je pense. Alors le premier reportage qui a été diffusé officiellement sur la zone 51 s'appelle Inside Zone 51, réalisé par Peter Wost sur la chaîne RMC Découverte en 2010. Avant qu'on se quitte, Franck, on peut peut-être aussi parler des présidents américains. Tu peux peut-être nous en dire plus, non, je sais pas, sur la relation entre les présidents et puis le dossier OVNI aux États-Unis. Il semblerait que certains présidents étaient plus informés que d'autres. Oui, il a été pensé qu'en fin de compte, les présidents qui étaient les plus informés sur le dossier OVNI, c'est ceux qui étaient là au démarrage vraiment des grandes vagues. C'est à partir de 1955, donc Truman et Eisenhower. Et après, il était supposé que un organisme centralisé a été mis en place en dehors du gouvernement pour chapeauter toute la politique OVNI aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire compartimenter l'information, la réunir et nommer un nombre restreint de responsables qui sont chargés aussi de diffuser publiquement, enfin de donner une version officielle publiquement. C'est-à-dire une organisation supra-gouvernementale, un truc oui. Qui reste stable dans le temps. Exo ou supra-gouvernemental, comme on les appelle habituellement. Et là, on n'est pas dans la théorie du complot. Là, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, quoi. Puis qui est même cohérent. Parce qu'un gouvernement, un président, il est élu pour 4 ans. Ouais. Oui. Ouais. On va dire qu'un président, c'est vrai qu'il est amené à gouverner pour une durée limitée, donc on peut comprendre que voilà, qui est cette autorité supérieure pour garder le secret. Sachant qu'aux États-Unis ou dans la plupart des pays dans le monde, l'étude du phénomène OVNI, quand elle est décidée, est confiée en majorité aux forces aériennes. Aux États-Unis, c'est l'US Air Force, par exemple, ce qui est normal puisque ce sont des objets volants. Les gens les plus aptes à obtenir des informations dessus, c'est ceux qui les poursuivent avec des avions, qui prennent des photos à partir d'avions embarqués, ou qui captent, qui ont les données radar. La NASA aussi, je crois, lui, un peu quand même souci. Et la NASA, elle, peut, avec ses moyens de surveillance de l'espace, peut détecter si il s'opère des intrusions. Parce que là, on l'a pas dit, parce qu'on pouvait pas tout dire, mais il y a aussi des observations faites dans l'espace, aussi dans l'atmosphère, hein, au cours des différentes missions Apollo, voilà. Il y a eu tout un tas d'anomalies spatiales, que ce soit au niveau des sondes. Par exemple, une sonde qui s'est approchée en 1989 du satellite de Phobos, près de Mars, et qui a été déconnectée, mais qui a eu le temps de prendre une photo d'un objet elliptique. Une des missions STS de la NASA, notamment la mission STS-48, où on voit un objet évoluer dans l'espace, puis tout d'un coup prendre une direction à angle très court. Et toute une très longue série d'anomalies spatiales de genre qui seraient trop longues à développer ce soir. Puis sur la station spatiale aussi, l'ISS, là. Oui. Non, mais... Régulièrement, des vidéos un peu troublantes où on voit des objets qui pourraient être des débris spatiaux, mais quand ils commencent à avoir des comportements intelligents, on peut se poser la question. Ouais, donc il y a encore beaucoup de mystères partout, au-dessus de nous. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, le Lionel Cammy Talk consacré au phénomène OVNI touche enfin à sa fin. J'espère que vous avez aimé, j'espère que les choses sont désormais un peu plus claires dans votre esprit, ou pas. Donc merci encore Franck pour ta visite, parce que tu viens quand même de Toulouse, donc tu étais de passage dans l'Ouest, mais c'est vraiment génial de t'avoir eu en live. Tu as des projets Mais j'ai continué à travailler sur l'étude du phénomène OVNI. Récemment, donc une augmentation des phénomènes un peu partout dans le monde, donc ce qui donne plus de travail, des nouvelles vidéos, des photos et des vidéos de drones hyper maniables, par exemple, entre autres. Donc je vais poursuivre et puis je tâcherai s'il y a une réédition de ce livre, de les réintégrer au fur et à mesure, ainsi que de nouvelles approches, de nouvelles thèses et de nouveaux cas. Ouais, t'as du pain sur la planche encore, hein. En tout cas, on va rester en contact, je suis vraiment assez content de te compter parmi mes amis. C'est vrai qu'un ufologue, c'est quand même pas banal. Donc pour te remercier de ta venue, un petit cadeau. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, ce sont quelques biscuits. Bon, ce sont pas des galettes bretonnes, Merci beaucoup. Plutôt asiatiques, mais bon, ça va te donner des forces pour faire la lumière sur le phénomène OVNI, qui est particulièrement nébuleux, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, des fois on a vraiment l'impression d'avancer vers la solution, mais il y a toujours quelque chose qui cloche.
Il y a un peu de quoi se flinguer les neurones, hein. C'est vrai, comme le disait si bien le slogan d'X-Files, la vérité est ailleurs, hein. C'est vrai, hein. Enfin bon, elle était peut-être dans l'émission, on sait pas, hein, mais bon. D'ailleurs, tu as rencontré Gillian Anderson récemment, j'ai vu ça, la fameuse Dana Scully de la série. Ah oui, quand elle est passée en France, Ouais. ce qui est rare, elle s'est arrêtée au Toulouse Game Show, et donc c'était l'occasion de discuter brièvement, mais avec elle. Mais c'était très intéressant. Voilà. Bon, avant de nous quitter, un petit rappel pour les auditeurs. Donc, vous pouvez retrouver le livre de Franck, hein, qui s'appelle donc. Les mystères du phénomène OVNI, aux éditions La Vallée Heureuse. Il est normalement commandable dans toutes les librairies. Moi, en ce qui me concerne, petit rappel, vous pouvez trouver mes 2 romans, donc Passagers vers l'enfer et Climax, qui sont disponibles en version Kindle et aussi en broché, en version papier. Vous tapez Lionel Camille dans Google et ça sort, donc vous trouvez mon blog,